Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette soirée, enfin plutôt de m'inscrire dans le troisième temps de cet après-midi, puisque tout à l'heure vous avez déjà pu, ceux qui étaient là, assister à une projection de film, à une première rencontre. Nous ouvrons donc une conversation qui est, je crois, inédite entre Eduardo Viveros de Castro et Patrick Boucheron. Je vais animer cette rencontre pendant 1 heure et quart, et ensuite il y aura évidemment la possibilité pour chacun de vous de poser une question et même de continuer la conversation au moment de la signature des livres, puisque le centre de la librairie sera ouvert, y compris après cette rencontre. Alors vous voyez défiler derrière nous depuis que vous êtes entrés des images, alors soit des images, soit des œuvres qui proviennent d'une exposition qui se tient en ce moment même à Barcelone, au Centre culturel contemporain de Barcelone, au CCCB, je crois on dit, une exposition qui s'intitule Amazonie, le futur ancestral, et qui se trouve que nos deux invités de ce soir ont vu. Alors je vais faire les choses un peu différemment d'habitude. Avant de les présenter, je vais leur demander un petit mot de commentaire de cette exposition, parce que elle m'a semblé absolument, d'abord merveilleusement belle, et c'est rare qu'on sorte avec un tel sentiment de beauté, et aussi extrêmement stimulante intellectuellement, puisque, en tout cas, pour les Européens que nous sommes, pour les Français que nous sommes, qui n'avons pas forcément mis le pied là-bas, c'est une petite révolution que de percevoir autre chose que des images peut-être un peu mirabilistes, et ce sentiment peut-être d'apitoiement qu'on a l'habitude de voir avec des images très esthétisantes de la fin du monde. Et en fait, on en sort, en tout cas moi, ça a été mon impression, Patrick Boucheron, avec au contraire le sentiment d'une rage ou d'un endroit où quelque chose se passe d'une intensité extrêmement forte. Oui, et cette rage, bonsoir à toutes et à tous, cette rage, c'est ce que Francis Ponge appelait la rage de l'attention. C'est-à-dire être attentif à un monde qu'on connaît pas. Enfin, vous le connaissez par cœur, moi je le connais pas du tout. Donc là, il y a une asymétrie totale qu'on identifie effectivement vaguement. Alors au pire à la forêt vierge, qui est, on pourra y revenir, d'une certaine manière le plus monstrueux, peut-être la plus monstrueuse des dénominations, puisque en fait dire qu'elle est vierge, c'est se donner le droit de la violer. Alors qu'en réalité, effectivement, on voit que l'extractivisme s'entend de bien des manières, et y compris comme Trump le dit violemment aujourd'hui, comme domination sexuelle. Et donc, c'est une prise en compte, en fait, d'un espace que moi, je connais pas, et de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que cet endroit, le CCCB à Barcelone, dirigé par Judith Carrera, qui effectivement allie la science et la culture et l'art contemporain comme justement allié de l'attention qu'on doit porter au monde, et un monde dans sa diversité. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a l'idée de la forêt, mais en fait, il n'y a pas que la forêt ombrophile, il y a les marais, les mangroves littorales, l'ensemble effectivement de cette diversité du vivant, et cette idée, comme le dit Julie, que il y a là une sorte de panorama très matérialiste, parce qu'on voit moi c'est ça qui m'a le plus marqué dans l'exposition, les 1001 manières de détruire la forêt en fonction des matières qu'on veut y puiser. Et donc, il y a, à la fois du point de vue artistique et du point de vue scientifique, différentes stations dans l'apocalypse, le pétrole, le bois, le caoutchouc, etc. Avec aussi, on nous invite à sentir ce que ça fait, par exemple, une forêt brûlée, une forêt, voilà. C'est-à-dire que c'est une, comme d'ailleurs votre œuvre, une exposition qui est à la fois conceptuelle et sensible. Oui. En fait, je disais que en fait, cette exposition qui couvre à peu près 13 000 ans, et je la vis en 20 minutes. Donc, je ne peux pas vraiment commenter en tant que tel. Ceci dit, je trouve que je l'ai trouvé magnifique comme tableau de l'Amazonie, surtout parce que précisément, elle commence très tôt dans l'histoire, avec comment les premiers peuplades humaines sont arrivés en Amazonie, tant qu'on sait.
et finit avec ce qui est en train de se faire en Amazonie, soit du côté de la destruction, soit du côté de la renaissance des peuples indigènes qui, en fait, commencent à avoir voix au chapitre, disons, qui commencent à écrire, Et donc, et ça, on voit très bien dans l'exposition. On voit aussi que une chose qu'on oublie, deux ou trois choses qu'on oublie sur l'Amazonie. D'abord, qu'elle est aussi française, puisque la France a une bonne partie de l'Amazonie, que c'est la Guyane française. Ensuite, on oublie que dans l'Amazonie, la majorité de la population vit dans les grandes villes. Manaus a 2 millions de personnes. Belém a quelque chose comme 1,5 million. Donc, c'est une région urbaine, en ce sens-là, au sens démographique. Aussi, qu'elle est une région, au point de vue écologique, très diverse. Il y a plusieurs types de forêts, plusieurs types de savanes dans l'Amazonie. L'Amazonie, c'est en fait un mosaïque d'écosystèmes qu'on a tendance à confondre en une grande forêt homogène comme ça. C'est absolument faux. Surtout, elle est différemment affectée par les changements climatiques. Il y a quelques années, on a découvert que le sable qui vient du Sahara apporte du phosphore pour fertiliser les sols amazoniens. C'est-à-dire le vent qui vient du désert, de l'Afrique, sont essentiels pour maintenir la forêt amazonienne telle qu'elle est. Ce sont des choses qui montrent bien comment la connexion entre le monde en tant que tel est aussi importante pour l'Amazonie. Et donc, la biodiversité amazonienne est probablement c'est la plus grande biodiversité dans les forêts tropicales au monde. Elle est aussi, comme tout le monde le sait probablement, 20% de l'eau douce de la planète est en Amazonie. C'est quand même énorme. Non? Et chose importante aussi, c'est que l'Amazonie n'est pas du tout brésilienne, comme les Brésiliens ont la tendance à dire. Parce qu'effectivement, 60% du bassin amazonien est dans le territoire de l'État-nation qui s'appelle Brésil. Mais elle appartient en fait, en tant que région, à 9 États-nations, dont la France, et Bolivie, et Pérou, etc. Et la majorité de tributaires du fleuve principal ont leurs sources dans le pays andin. C'est très important parce qu'avec la perte de glaciers andins, avec le réchauffement climatique, ça va changer beaucoup le régime hydrologique de l'Amazone. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. Aussi, le fait que les épisodes de sécheresse s'intensifient en Amazonie. Donc, il y a une sécheresse qui commence à l'Amazonie orientale et qui se propage vers l'ouest et on a déjà perdu 20% de la couverture boisée de l'Amazonie. On a perdu ça pour la plantation de la monoculture de soja et le bétail. Le soja qui en fait sert à nourrir le cochon chinois aux Européens et bétail qui est vendu, la viande qui est vendue aux États-Unis, partout. Donc c'est un pays qui est en train de se brûler ses ressources, qu'il appelle ressources, pour se développer comme on dit. Et en fait, on va voir dans 3-4 mois, je pense, faire ça à la fin de l'année, la conférence du climat à Belém, où le Brésil va se présenter comme le leader de la cause écologique au monde, puisque nous avons l'Amazonie et tout ça. Et en même temps, on vient d'ouvrir l'embouchure de l'Amazone à l'exploration de pétrole. Encore plus de pétrole. Donc c'est une contradiction qu'on voit bien que on est entre des idées qui sont complètement compatibles. La préservation, comme on dit, de l'Amazone, le développement de l'Amazone et en même temps sa destruction.
Alors, je disais qu'on faisait les choses un peu à l'envers. Donc, au cas où vous seriez arrivé dans cette salle par hasard, je vais maintenant présenter nos deux invités, les deux invités de l'école de l'Anthropocène. Eduardo Viveiros de Castro, vous venez de l'entendre, il est brésilien. C'est probablement peut-être le plus ou l'un des anthropologues qui compte le plus aujourd'hui à l'échelle internationale, qui est l'auteur d'une œuvre avec qui aujourd'hui toute la discipline discute, spécialiste des cultures amazonienne, professeur à l'université de Rio de Janeiro et dans de nombreux autres endroits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Eduardo a évidemment dialogué intellectuellement beaucoup avec Claude Lévi-Strauss, mais aussi avec un autre Français qui est un peu plus oublié peut-être chez nous, qui est Pierre Clastres, quoique on en reparle aujourd'hui beaucoup. Pierre Clastres qui est connu comme étant le père de l'anthropologie anarchiste. Et puis c'est aussi un grand lecteur de philosophie française, notamment de Deleuze et Guattari. Et d'ailleurs, je crois, le premier livre, ou l'un des premiers livres disponibles d'Eduardo Viveiros de Castro en français, c'est Métaphysique cannibale, qui est un livre qu'il écrit en disant « c'est le livre que j'écris avant l'hommage que je veux écrire pour Deleuze et Guattari ». Donc c'est un livre qu'il fait vraiment avec la philosophie française, à un moment où vous venez d'ailleurs beaucoup en France suivre des séminaires, notamment avec Patrice Maniglier et d'autres philosophes français. Alors pour les gens qui voudraient en revanche une initiation à l'œuvre d'Eduardo Viveiros de Castro, je conseillerais plutôt Le Regard du Jaguar, introduction au perspectivisme amérindien, qui est publié aux éditions de La Tempête et qui est effectivement une bonne introduction à votre travail. Voilà. Alors Patrick Boucheron, je pense que vous le connaissez bien, mieux peut-être. Patrick est professeur au Collège de France où il occupe la chaire intitulée Histoire des pouvoirs en Europe occidentale. Il est spécialiste du Moyen-Âge. Vous voyez, moi j'ai un spécialiste des cultures amérindiennes et de l'autre côté un spécialiste du Moyen-Âge de l'Italie, de la fin du Moyen-Âge en Italie. Mais on va quand même réussir à discuter ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Si on s'intéresse à la philosophie politique un peu ce soir, Patrick est plutôt un bon spécialiste de Machiavel, ce qui ne met pas tout à fait au même endroit que Pierre Clastres. Patrick mène en plus évidemment de son travail savant et des œuvres que vous avez pu déjà lire de lui comme Conjurer la peur, il mène aussi un travail, je dirais, d'engagement dans la discipline qui passe à la fois par des ouvrages collectifs comme Histoire mondiale de la France, qui avait été un best-seller en France, mais aussi par une réflexion dans des livres qui sont, enfin, dans notamment la leçon inaugurale Que peut l'histoire, qui est maintenant disponible évidemment à la lecture chez Flammarion, je crois, et récemment dans un petit libelle qui s'intitule Le temps qui reste, qui est paru en 2023. Et puis, vous le savez, Patrick Boucheron a mis son savoir historique au service de la cérémonie des Jeux d'ouverture de Paris en juillet dernier. Et puisqu'on parle de récit, voilà un récit qui était aussi tout à fait intéressant à suivre. Alors, on va revenir un instant sur quelque chose qui est dans cette exposition de Barcelone et dont on a parlé tout à l'heure, qui est cette idée un peu paradoxale. L'exposition s'intitule Amazonie, le futur ancestral. Et tout à l'heure, on avait cette discussion autour de l'idée que peut-être les Amérindiens, les Indiens d'Amazonie, sont quelque chose comme des survivants du futur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe qui consiste aujourd'hui à les voir par-delà les discours sur la fin du monde, les Indiens comme étant justement peut-être des images de nous ou ce que nous allons devenir, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait, survivant du futur? En fait, si je me rappelle bien, cette expression, le futur ancestral, a été formulée par un penseur indigène, Ayrton Krenak, qui a fait cette jonction apparemment paradoxale entre le futur et l'ancestralité, qui effectivement joue sur cette idée que d'abord, c'est quelque chose que nous avons formulé déjà il y a 10 ans ou plus, on parle de la fin du monde et tout, et on oublie que pour la moitié du monde, le monde a fini au XVIe siècle. Et que quand même, ces gens ont résisté, ont survécu, et qu'ils sont là. Et plus qu'ils sont là, la population augmente, et ces gens commencent à avoir une visibilité qu'ils n'avaient pas il y a 10 ans, 20 ans. Donc maintenant, tout le monde entend parler de peuples indigènes,
qui ne sont que, ça c'est une chose, que selon l'ONU, ce qu'ils appellent le peuple indigène au monde, ce sont 6% de la population mondiale. Apparemment, c'est très peu, mais c'est plus que la population des États-Unis et du Canada ensemble. Sauf qu'ils sont dispersés dans le monde. C'est qu'il y a leur faiblesse et leur force en même temps, parce qu'ils étaient tous ensemble, ils seraient à ce moment-là probablement exterminés. Mais c'est quand même 6% de la population mondiale. Et qui, dans leur terre, le territoire qu'ils encore gardent, comme une partie de l'Amazonie, garde la plus grande partie de la biodiversité qui reste dans le monde. Donc ça, on voit bien que 6% de la population humaine est responsable pour quelque chose comme 80%, d'après certains calculs, je trouve que c'est un peu exagéré, mais quand même, 80% de la biodiversité qui reste. Même si ce n'est pas exactement ça, c'est quand même une chose énorme. L'idée qu'ils sont survivants du futur, c'est une expression intéressante au sens que on a l'impression que tout le monde va devenir indigène au sens que je disais que les Indiens ont été envahis au XVIe siècle, le peuple indigène de l'Amérique. L'impression qu'on a, c'est que tout le monde maintenant a été envahi par eux-mêmes. Nous avons été envahis par nous-mêmes. Nous avons été colonisés par nous-mêmes et nous nous sentons comme des colonisés par un système que nous ne comprenons pas, que nous n'acceptons pas et que néanmoins nous colonise. Donc nous sommes tous des Indiens en ce sens-là. Mais surtout, l'idée que un monde qui finit ne signifie pas nécessairement que nous avons disparaître avec, mais qu'au contraire, on doit lutter pour survivre et pour résister contre ces forces qui nous contrôlent et qui nous oppriment. C'est quelque chose que les peuples indigènes servent d'exemple en ce sens-là. Et en ce sens, ils sont une image du futur dans plusieurs sens. Au sens un peu science-fiction, dystopique, au sens que nous avons tous devenir comme les Indiens, ce qui n'est pas forcément mauvais, faut-il dire. Mais aussi, ça veut dire que nous avons tous, dans le futur, être capables de comprendre le genre de menaces que ce que Schopenhauer appelait le peuple de la marchandise, c'est-à-dire le blanc. C'est le meilleur ethnonyme que je connais. Quels sont ces gens-là? C'est le peuple de la marchandise. À mon avis, c'est le premier chapitre du Capital, version Yanomami. Non? On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est ça, le peuple de la marchandise, c'est nous. Et si nous arrivons à passer cette étape-là et devenir autre chose que le peuple de la marchandise, peut-être que nous serons comme les Indiens, c'est-à-dire des gens qui ont rapport à la terre un peu moins prédatrices, un peu moins prédateurs, un peu moins destructeurs que nous avons maintenant. Et je pense que l'Anthropocène est lié à notre... L'Anthropocène, c'est une période historique, disons, mais qui a un rapport avec un lieu spatial que c'est la Terre. Donc, il y a un rapport temps-espace qui est très important de voir qu'il y a une reprise de la Terre, une réoccupation de la Terre qui est, à mon avis, très importante, que les Indiens servent d'exemple de que si on perd le rapport à la Terre, on va perdre le monde. Et les Indiens, en ce sens-là, sont les gens qui pointent vers le futur. Le futur, c'est en fait comment prendre soin de la Terre. Mais alors, je reprends cette idée que pour les Amérindiens, la catastrophe ou la fin du monde a déjà eu lieu au XVIe siècle. Voilà, avec l'arrivée de Christophe Colomb, ça me fait penser à une citation, enfin à quelque chose que j'ai entendu Isabelle Stengers, la philosophe belge, dire, c'est qu'avec la fin du monde, c'était comme avec tout, il fallait être polythéiste. Peut-être qu'il y a des fins du monde et que c'est un préalable à toute conversation. Oui, et puis de toute façon, dans la culture chrétienne, par exemple, la fin du monde, elle a déjà eu lieu. Enfin, il y a eu, nous vivons un recommencement. Dieu, mécontent de nous, a voulu annihiler l'humanité. Il a balancé le déluge. Quelques-uns ont survécu et nous sommes, y compris les animaux, les descendants de ces quelques survivants. Donc, de toute façon, nous vivons notre deuxième chance déjà. Ce qui est, au fond, la situation amérindienne. C'est ça qui est extraordinaire dans la manière dont, pour ça que je suis très heureux d'avoir cette première rencontre aujourd'hui.
assurément, l'anthropologie fait penser la pensée, toute la pensée, pas seulement la pensée des autres, mais la pensée de nous-mêmes en tant que nous sommes les autres des autres. Voilà. Depuis Claude Lévi-Strauss. Et depuis, au fond, je pense que le débat qu'on doit avoir, au-delà de ce que les Français connaissent peut-être mieux, hein, c'est-à-dire, on va dire, la pensée de Philippe Descola qui distribue les ontologies par chiasme dans le monde entier. Vous, me semble-t-il, vous cherchez plutôt à bousculer la nôtre d'ontologie par effectivement les métaphysiques cannibales. Et donc là, on est vraiment au cœur, je dirais, du rendement conceptuel de Claude Lévi-Strauss. Ce que vous montrez très bien, si je peux me permettre, parce que des fois on dit Lévi-Strauss, il est ceci, il est pas assez cela, etc. Ok. Mais pour un Amérindien comme vous le montrez magnifiquement. Quand on arrive, on arrive en Amérique, dans les Amériques, avec les mythologies en poche. Et ça donne encore à penser pour des choses aussi essentielles que le cru, le cuit, les masques, etc. Bon, voilà. Donc, c'est quoi le rendement conceptuel de Lévi-Strauss aujourd'hui? C'est le fait que, quand il lit Montaigne, justement, et là on rejoint cette grande bascule du XVIe siècle, Montaigne qui comprend donc que nous sommes les barbares du monde, nous, Européens, sommes les barbares du monde. Et ça ne nous empêchera pas, malgré tout, de considérer que les cannibales font des choses pas bien, non pas, écrit-il, eu égard à notre propre supériorité parce que nous les surpassons en tout en cruauté, mais eu égard aux règles universelles de la raison. Donc ça c'est Montaigne qui le dit. Et Claude Lévi-Strauss, effectivement, et vous, me semble-t-il, essaye de savoir comment on peut gagner encore aujourd'hui ce pari de l'universel. Donc, je dis ça parce que, effectivement, c'est quoi l'usage un peu paresseux de cette anthropologie qui nous fait rêver? C'est de dire, ah ouais, ça serait chouette qu'on va tous devenir indiens, et en fait, on n'y croit pas. Et en fait, on fait semblant. Là, c'est quand même sérieux. Ce qu'on voit à Barcelone, c'est quand même dans cette exposition. Parce que, comme tu le dis, Julie, c'est pas seulement la chronique de la destruction, c'est au fond l'inventaire des puissances d'agir, et depuis peu, et aussi parce que l'anthropologie a mis, malgré tout, d'une certaine manière, l'attention sur ces savoirs, c'est leur capacité, effectivement, d'abord à esthétiser leur rapport au monde, parce qu'il y a des œuvres magnifiques, et ce faisant, par la création, à agir directement sur leur milieu. Bon, voilà, et y compris sur la question de la décision politique. C'est ça, en fait. Et c'est beaucoup plus sérieux, comme ça, qu'en rêvassant sur, en se disant sorcière ou chamane, alors qu'on n'a ni l'un ni l'autre, en fait. En fait, on va devenir des Indiens au sens qu'on va perdre le monde comme les Indiens l'ont perdu. Ce monde-là, ce monde-ci, en fait. On va devoir passer par l'expérience de se réinventer dans un monde différent. C'est ça, en ce sens-là, qu'on va devenir des Indiens. Ne pas ce qu'on va devenir tout nu et peint en rouge, quoi. Enfin, à chacun son goût. Mais le fétichisme, on n'y touche pas, on est d'accord. Lévi-Strauss, je trouve très, très bien que vous avez parlé de Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss, en fait, ça a été le penseur qui a réintroduit le sort que Montaigne a, enfin, la flèche que Montaigne a lancée et qui n'a pas été reprise par pratiquement personne pendant 5 siècles, en fait. Et Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui a finalement apporté, montré la pensée amérindienne au monde, non seulement à la France, mais au monde, parce que Lévi-Strauss a été le plus grand anthropologue depuis toujours. Et donc, oui, et évidemment, Lévi-Strauss a son côté hyper rationaliste et tout. En fait, il est très ambigu. Il est en même temps hyper rationaliste, mais surréaliste. Il est en même temps classiciste dans son style, mais moderne dans son... Il y a toutes sortes de... Mais c'est quelqu'un que je trouve que c'est probablement l'anthropologue à qui je dois le plus et qui, en fait, a
c'est par lui que, en fait, comme ça arrive souvent dans l'Amérique latine, en fait, on a découvert les Indiens, la pensée indigène, par le biais de Lévi-Strauss, ou par le biais de la France, ou par le biais des États-Unis. Et c'est comme ça on commence à prêter attention à ce qu'on a chez nous. Enfin, chez nous, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, mais voilà. On pourrait dire aussi l'inverse. On pourrait dire qu'il y a une histoire brésilienne de la pensée française, parce que tous ces gens-là, que ce soit voilà, les historiens, les philosophes, tous à un moment donné, ils étaient à Sao Paulo. Oui, je rappelle d'un dialogue que j'ai eu avec un grand penseur anglais, en fait, qui, après que j'avais fait un exposé de la cosmologie des peuples amazoniens, il me semble que vos Indiens ont étudié à Paris. Et alors je lui dis non, c'est le contraire. C'est un certain Parisien qui en fait a étudié. C'est Paris qui est allé à Belém et non Belém qui est allé à Paris. Belém de Pará, c'est-à-dire. Et c'est un peu ça. En fait, la pensée de Lévi-Strauss est profondément imprégnée par des idées amérindiennes. En fait, c'est quelqu'un qui a formé sa pensée à partir de son expérience chez des peuplades indigènes d'Amazonie. Son intuition est amazonienne en ce sens-là. Justement, Patrick, vous parlez beaucoup de l'œuvre d'Eduardo Viveiros de Castro, mais comment est-ce qu'un historien peut justement se saisir, parce que effectivement, ce que fait Eduardo Viveiros de Castro, c'est bousculer, grâce à la philosophie française notamment, les cadres de l'anthropologie contemporaine. Mais comment est-ce qu'un historien peut se laisser aussi bousculer par l'anthropologie telle qu'elle est proposée par Eduardo Viveiros de Castro, ou à travers cette connaissance d'une autre cosmogonie possible, d'un autre rapport au temps? Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à penser, je sais pas, par exemple, autrement l'inéluctable, ou ce que... Ah bah oui, l'inéluctable, justement, par rapport à ce qui nous réunit, c'est-à-dire cette vision paradoxale et chiasmatique, là encore, du futur ancestral ou des survivants de l'avenir. Oui, à partir du moment où on considère aujourd'hui que l'inventaire des historiennes et des historiens s'est élargi et qu'il ne s'agit pas seulement de chroniquer le passé, mais de comprendre ce qui nous reste à faire, ce que nous sommes en train de devenir, aurait dit Deleuze, c'est-à-dire pas simplement l'aujourd'hui, mais ce que l'aujourd'hui en fait scelle, c'est-à-dire à la fois contient et cache de futurs non advenus ou d'avenir possible. Et donc, voilà, l'histoire, c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable et de ce qu'il nous reste à faire. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr que toute pensée qui défatalise le cours du temps va avoir un effet retour sur la science historique. Et on parlait des gens qui faisaient le voyage transatlantique, qui allaient, les grands penseurs. Voilà, il y avait effectivement Lévi-Strauss, mais il y avait Braudel aussi. Il passait son temps au Brésil. Bah oui, ils y allaient ensemble. Et donc, on peut pas imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose d'un effet retour, là encore, de ces savoirs amérindiens sur notre classique historiographie française. Pierre Clastre, c'est la même chose. Évidemment, la force de votre travail, Eduardo, c'est de comprendre en fait comment chez Pierre Classe, la société contre l'État, c'est pas un État antérieur à l'État. C'est une capacité qu'a la société d'anticiper un développement étatique dont elle ne veut pas et de la conjurer. Oui, tout à fait. Et je pense que Classe a été très important surtout pour l'anthropologie brésilienne, peut-être plus que pour l'anthropologie française, qui a parce qu'il trouve que Classe est trop péremptoire, trop généraliste et tout ça, fait des affirmations trop tranchées et tout. Mais moi, je trouve que Classe a eu Classe a été, en fait, a complété l'anthropologie de Lévi-Strauss avec la dimension politique dont Lévi-Strauss n'était pas, disons, son fort. Quoique, la façon dont il l'a complété était profondément lévi-straussienne.
parce qu'elle a commencé par une analyse de la chefferie indigène qui est purement lévi-straussienne, avec l'idée de l'échange inégal entre les chefs et les groupes et tout. Et ensuite, la question de la guerre a été la question aussi que Lévi-Strauss, un des premiers articles de Lévi-Strauss, c'était sur la guerre et commerce en Amérique du Sud, qui est un article précisément pour montrer comment entre la guerre et le commerce, il y a tout un continuum qui va de, enfin. Et donc, Classe a été très important parce qu'il a introduit cette idée qui, à mon avis, je parlais de ça à Emmanuel cet après-midi, que, en fait, la société contre l'État n'est pas une forme, c'est une force qui est partout. La société contre l'État n'est pas un type de société, mais une certaine force qu'on peut trouver dans toutes les sociétés humaines, sauf qu'il y en a où cette force est assumée comme telle. Et il y a d'autres sociétés où cette force est en fait marginalisée, est contrôlée, est réprimée par des mécanismes de surcodage, pour parler comme de l'esgoterie, par des mécanismes de transcendance. Et la capacité de voir, même dans notre société, des mouvements qui sont des mouvements contre l'État au sens classicien du terme, c'est-à-dire qui conjurent toute tentation de se caler sur une transcendance, à mon avis, c'est la grande contribution de Classe. Il n'a jamais proposé d'appliquer un modèle de société chez nous. C'est pas du tout ça. Quoi qu'on le dise. Vous voulez dire que c'était pas Elon Musk. C'était pas Elon Musk. Oui, absolument. Non, il y a cet exact qui veut détruire l'État pour faire de petits États partout. Non, le network state, c'est ça son idée, de multiplier l'État à l'infini plutôt que de l'abolir. Non. Et au contraire, mais c'est cette idée qu'il y a la société contre l'État est une force constante qui existe partout et qui, des fois, se montre à plein jour, des fois, au contraire, doit lutter pour se faire, et que, des fois, n'est pas forcément bonne. On peut dire, par exemple, qu'il y a des forces, je disais, la mafia, c'est une force contre l'État. Ce n'est pas forcément une bonne force, ce n'est pas une force pour le bien. Mais par contre, évidemment, tous ces mouvements contre le mouvement pour les climats, mouvement contre tous les mouvements de protestation sont des mouvements qui expriment cette force qu'on trouve qui est une force immanente à la vie sociale, qui est une force qui se refuse, qui recuse ces mouvements de transcendance, de capture du pouvoir social par un pôle, en centre, quoi soit en roi, soit c'est ça qu'il appelle le contre-l'État. C'est la conjuration du désir de pouvoir séparé de la société. Oui, Eduardo vient de répondre à votre question bien mieux que je ne pourrais le faire. C'est un programme d'histoire. C'est-à-dire une sorte de grammaire, pas seulement de ce qui a eu lieu, mais de ce qui demeure possible, d'une histoire en puissance. Voilà. Et pour l'histoire des pouvoirs dont je m'occupe, c'est très exactement ça. C'est-à-dire aller faire l'inventaire des inventions du politique. C'est-à-dire cartographier les possibles et les foyers d'inventivité. Alors, vous citiez Machiavel, mais en fait, il y en a bien d'autres. Voilà. Il y a aussi un savoir vernaculaire du politique qui s'exprime dans les pratiques, dans toute une série effectivement de choses qui ne se réduisent pas à notre corpus ordinaire de l'histoire de l'État. Qui pourrait être pour la France, pour ce qu'on connaît bien, quelque chose comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui a été une de ces forces. Voilà. Et aujourd'hui, la question, c'est celle que vous posiez, Julie, c'est-à-dire que nous parlons avec une tendresse infinie des années 70, de Deleuze et Guattari, de Foucault qu'on n'a pas encore cité, etc. Je vais dire de tous les grands renversants, de tous ceux qui ont effectivement basculé nos certitudes, mais nous voyons aussi, navrés, désolés, et bien plus que ça, désespérés, comment tous ces slogans libertaires sont, c'est ce que vous suggériez, retournés, capturés par... alors là, c'est pas le peuple de la marchandise, c'est l'oligarchie mondiale qui, effectivement, a un programme de gouvernement avec ces choses que, par exemple, une des
un des slogans, disons, foucaldiens, repris par Pierre Classe, par John Scott, « Soyons ingouvernables ». Sachons nous rendre ingouvernables. Ne soyons pas trop gouvernables. Ça, c'est quelque chose qu'on a annonné avec délice. Dans les derniers jours d'avant l'élection de Trump, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Des vidéos d'animaux sauvages dans le désert américain, ou pire, par exemple, il y en avait une qui est devenue virale d'un lion qui courait avec sa cage, qui avait en fait décellé sa cage et qui courait. Et le slogan, c'était « Be ungovernable ». Soyez ingouvernable. Donc, le spectacle de notre modernité, c'est pas simplement le retournement trumpien, du style comment le grand slogan féministe My body, my choice devient Your body, my choice. Bon, chez les Trumpistes, voilà, ça c'est le plus atroce, parce qu'en 4 mots, tout est saccagé, tout est justifié, le viol, l'esclavage, bon voilà. Mais parfois c'est le même, on n'a même pas besoin de le retourner, il suffit de le capturer. Et la question effectivement, disons, de l'anarchie, enfin de l'anthropologie anarchiste, voilà, c'est voilà, qui peut dire aujourd'hui innocemment, comme en mai 68, il faut jouir sans entrave. Ça, c'est la question. Voilà. Le livre de Maggie Nelson de la liberté est magnifique là-dessus. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de message univoque dans notre langage, parce que s'il y avait des messages qui sont complètement univoques, on serait perdu depuis l'évangile. Et donc, on peut voir qu'on peut faire tout avec tout. Et surtout le capitalisme, le capital est capable de tourner, comme le nouvel esprit du capitalisme, comme disait Boltanski et Chapelot, là. Et donc ça, c'est bien vrai. De toute façon, c'est de comment redonner, en fait, je parlais de ça cet après-midi, comment redonner à certains mots, à certaines idées, de reprendre des mots qui l'ont accaparé, qui l'ont volé. Par commencer par les mots que le nazisme a salis, comme terre, peuple. Ce sont des mots qu'on ne peut plus prononcer sans dire, bon, ben voilà, je ne veux pas vous dire au sens nazi. Mais il faut quand même récupérer ces mots-là. Les mots terre, les mots peuple, au pluriel surtout. Il faut quand même savoir les récupérer. Et même chose avec la notion d'anarchie, la notion d'ingouvernable, qui a été évidemment capturée parce que le capitalisme est capable de capturer tout. Parce que c'est sa force, l'axiomatique, comme disait l'autre. Tout est bon. Tout est bon à s'approprier. Et surtout cette idée que l'anarchie que propose Trump, en fait, ce qu'on veut, en fait, depuis 68, ça c'est mon impression, parce que j'ai vécu 68 quand j'avais 18 ans, et donc 17 en fait, c'est que depuis 68, tout ce qu'on a vécu, c'était en fait une contre-révolution. On est encore dans la période contre-révolutionnaire qui a été inaugurée par Reagan et par Thatcher, et qui a quand même nous a donné cette 68 à l'envers, qui est l'anarchie couronnée, en fait, c'est ça. Trump, c'est l'anarchie couronnée, qui détruit tout pour mieux gouverner, en fait. Soyons gouvernables, sauf moi. Moi, je vous gouverne. Vous êtes tous ingouvernables, mais moi, je vous gouverne. Et donc, c'est ça, là, le paradoxe. Et en même temps, c'est intéressant de voir, parce qu'on disait, il y a 10 ans, que Latour le disait, avec raison d'ailleurs. Bruno Latour. Oui, que la nature était en train de changer plus vite que la société. Il disait, bon, ça, il y a 10 ans, 15 ans. La nature, les changements climatiques, c'est en fait la nature changeant plus vite que la société, qui reste quand même sans capacité de... Maintenant, ce qu'on voit, c'est que finalement, la société a récupéré son décalage, et on voit bien la société changer. La catastrophe écologique se double d'une catastrophe politique d'une façon absolument parfaite. Disons, Trump, c'est en fait l'incarnation de l'anthropocène
en fait personne, quoi. C'est l'antichrist, finalement, non? Ce qu'on attendait tant de temps, l'antichrist, ben voilà, il est là. Hein? Oui, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec l'antichrist? C'est pas celui. Moi, je suis nulle en théologie, mais c'est pas lui qui annonce la fin du monde, non? J'en ai peur. Hein. Ah bon. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait avec la fin du monde? Parce que y a aussi une façon de nous dire que la fin du monde approche, qui est aussi une façon de nous rendre gouvernables, pour reprendre le vocabulaire que vous utilisiez à l'instant. On voit bien que, par exemple, chez des j'allais dire des penseurs, chez des anarcho-capitalistes comme Elon Musk ou Peter Thiel, il y a une pensée de la fin du monde. Donc, la fin du monde doit nous pousser, au contraire, puisque ça va très vite, il faut aller encore plus vite, c'est ce qu'on appelle les accélérationnistes, et il faut essayer de trouver la porte de sortie. Donc il faut aller plus vite dans le drill, baby drill, hein, il faut forer encore plus, il faut chercher encore plus, il faut technologiser encore plus nos sociétés pour aller sur Mars et tout ça. Donc comment on fait, parce que finalement cette pensée là aussi c'est équivoque, cette pensée de la fin du monde. À la fois elle nous aide dans l'agir politique, il faut y répondre, et en même temps elle peut aussi nous paralyser. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce récit de la fin du monde? Comment on l'utilise, on le rejette? D'abord, l'eschatologie, vous avez raison de le rappeler, théologiquement, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation. C'est-à-dire, c'est le moment où tout va devenir plus clair. C'est pour ça que ça plaît tant aux complotistes. Bon, Peter Thiel, qui est une des têtes pensantes de la contre-révolution trumpiste, a écrit effectivement sur l'eschatologie. Je dis au passage que, d'abord, il est sud-africain, comme beaucoup, Elon Musk aussi. Là encore, il y a une sorte de backlash, hein, qui est une vengeance, en fait. Hein, c'est pas une contre-révolution, c'est une vengeance. C'est une immense vengeance. Mais à l'état, à la dimension planétaire. Bon. Il se venge de plein de choses. Trump, lui, se venge d'avoir été battu, mais bon, bref. Faut lire Peter Thiel, faut lire tous ces gens-là. Le Grand Continent, la revue en ligne, fait un très beau travail de traduction et de commentaires des textes fondateurs de l'Amérique trumpiste. C'est très important parce que il y a toujours quelque chose qui, dans des moments de très grand danger, bon, vous parliez du nazisme, tout le monde sait qu'on n'a pas pris au sérieux, qu'il y avait un livre qui s'appelait Mein Kampf, qu'on n'a pas lu. Une des caractéristiques de ces gouvernements autoritaires, c'est qu'ils font ce qu'ils disent, très exactement. Que tout ça est annoncé. Voilà. C'est important, hein, Eduardo. Il faut les lire. Et effectivement, on voit bien comment il y a un mode de gouvernement par la certitude, effectivement, que c'est pas que la fin est imminente, c'est qu'elle est inéluctable. Donc, à partir du moment où elle est inéluctable, eh ben, sauf qui peut, chacun. Et puis, comme on a compris qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, c'est là, effectivement, que le programme Trumpo-muskien s'enclenche. Tout à fait. Cet après-midi, je lisais un slogan qui était là dans l'école d'Anthropocène qui disait « Le pire n'est jamais certain ». Et alors je disais, peut-être que ce qui est pire, c'est qu'il n'est jamais certain. Puisque finalement, le pire est infini, au sens que c'est peut-être toujours pire que le pire. Ce qui est le contraire du meilleur qu'il n'y a qu'un seul. Mais le pire est toujours infini. Et en ce sens-là, le fait que le pire soit certain n'empêche pas qu'on agisse. Qu'on agit, puisque finalement, le pire n'est jamais le pire. Parce qu'il y a toujours le pire du pire. Et donc, c'est toujours le moment d'agir. Puisque oui, c'est le pire. Le pire va arriver. Mais ce pire qui va arriver n'est pas le pire du pire. Et donc, cette infinité du pire, cette indétermination du pire, à mon avis, c'est la raison qui nous donne d'agir. Et donc, le pire, c'est certain, je suis sûr. Ce qui n'est pas certain, c'est qu'est-ce que c'est que le pire, justement. Ça va s'empirer, mais on ne sait pas combien pire ça peut être. Et donc, c'est bon, c'est une façon d'être optimiste. L'optimisme, ah oui, vraiment. Ouais. Non, ça peut s'empirer. Donc,
Non? Ça me fait penser justement un petit retournement aussi que fait Eliane Brum dans son très beau livre qui est paru en français, qui s'appelle Banzeiro Okoto, et elle dit alors c'est une journaliste brésilienne du sud de Brésil qui est partie vivre en Amazonie, qui a tout lâché pour s'installer dans le cœur de l'Amazonie. C'est une expérience absolument extraordinaire, c'est un livre que je recommande beaucoup. Et puis elle dit que une des choses qu'elle a comprises en vivant dans l'Amazonie, c'est que la fin du monde, c'était toujours le milieu. Et ça revient à cette idée que le pire peut toujours être pire. Et effectivement, la fin du monde, on est toujours au milieu de la fin du monde, même quand on est dans l'épicentre de cet endroit-là. Alors, je voudrais qu'on continue à essayer de réfléchir à cette question des récits de la fin du monde, parce qu'il y a quelque chose qu'on sent advenir aujourd'hui. Il y a l'Anthropocène, il y a le recto de l'Anthropocène, vous disiez tout à l'heure, qui est Trump, qui est cette espèce d'incarnation de l'Anthropocène faite monstre, voilà. J'ai un copain, pardon, qui est... avec les... ouais, on continue avec les copains, qui s'appelle Éric Bourdonneau, qui travaille sur l'Arc-Mer et qui a dit qu'il faudrait parler de Anthropocène. Oui, c'est pas mal, en fait. Oui, parce qu'il y a, par ailleurs, il y a effectivement ce gouvernement de l'obscénité. C'est très sérieux. C'est vraiment le rouage grotesque du pouvoir, comme le disait Foucault, c'est vraiment la plus implacable des machineries politiques à dominer. Ouais. Dès lors qu'elle rend impossible toute caricature, puisqu'ils se caricaturent eux-mêmes. Oui, absolument. Donc on est privé de la subversion. Oui, absolument, parce que c'est le bureau, quoi. C'est bah ça. Oui, bah oui. Hein? Donc l'obscène, ça fait partie du programme. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais l'obscène, ça pourrait être d'ailleurs dans une analyse du style fasciste, parce que depuis qu'ils existent, les fascistes... Le peur qu'on a, c'est que peut-être Trump n'est pas encore le pire. Alors, faut faire gaffe. J'adore votre optimisme de méthode, mais c'est vraiment un optimisme de méthode que celui d'Eduardo Viveiros de Castro. Vraiment, parce qu'à partir du moment où on dit ça, on peut effectivement agir. Alors, le moderne pensait que le meilleur était certain. Et alors, quand on dit le pire n'est pas certain, c'est une façon de dire que le meilleur, quand même, est certain. Parce que le pire n'est pas certain, donc le meilleur, peut-être que le meilleur est certain. En fait, non, le meilleur n'est pas certain autant que le pire. Non? Et donc, voilà. On va faire comme ça, c'est parfait. Alors, si dans ce qui est en train d'advenir et qu'on sent un petit peu arriver, il y a quelque chose comme une fissure, on le voit bien, du clan occidental, avec la façon dont l'Amérique, dont les États-Unis se retirent de leur alliance avec l'Europe, la montée de manière générale de ce qu'on appelle le Sud global, l'émergence, c'est plus l'émergence, l'installation de la Chine au premier rang. On voit quand même que quelque chose bouge. Vous disiez, les sociétés bougent aussi depuis 10-20 ans. Oui, ça bouge beaucoup, en tout cas au plan, ce qu'on appelle au plan géopolitique. Alors là aussi, on va reprendre la question, c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire ? Que le monde change ? Que le clan occidental, il faut prendre le micro, que le clan occidental se fissure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Est-ce que justement, Eliane Brum, elle dit que les Blancs devront perdre pour que le monde bouge. Alors, est-ce qu'on doit se dire que quelque chose va s'écrouler, il va y avoir un petit collapse, comme on disait tout à l'heure, européen, occidental, et peut-être que quelque chose va se réinventer? Peut-être que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Je suis sans lumière à ce sujet, parce que finalement, je sais pas. Je pense qu'évidemment, la Chine, c'est la chose la plus nouvelle qui est arrivée en termes plus ce sont eux qui sont maintenant l'hypermoderne. Ce sont eux qui, en fait, en parlant de vengeance, en fait, la Chine est en train de se venger de 2 siècles d'oppression, de violence coloniale faite par les Anglais surtout, mais par l'Europe. Et donc, je pense que la Chine est en train de monter et après tout, ce sont eux ils ont 5000 ans de continuité culturelle. C'est une société vraiment ancienne. Vraiment, et c'est un peu la même tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont quand même peut-être que ce sont eux qui ont inventé l'État. Ce sont les Chinois. Peut-être l'État, c'est une invention chinoise, que sais-je.
Oui, c'est ce qu'on appelle les peuples-mondes, en fait. Et ouais. très rares sont effectivement les sociétés qui peuvent se dire ici, depuis tout le temps, Ouais. sans solution de continuité. Quand on va dans un musée chinois, c'est ça qui est extraordinaire. Nous, on a un truc qui s'appelle le Moyen-Âge, par exemple. C'est-à-dire qu'on a eu un coup de moins bien, quand même, dans notre histoire. Il faut quand même dire les choses. Je croyais que les médiévistes passaient leur temps à dire le Oui, contraire. oui, mais en fait, c'était quand même moins bien. Enfin, je veux dire, il y a des hauts et des bas. Il y a des pleins et des déliés. Quand on est dans un musée chinois, on voit effectivement les âges se succéder et l'art, par exemple, être également somptueux. On ne saisit pas où pourrait être l'âge obscur. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement différent de notre expérience historique. L'ensemble de ce qu'on se raconte là, par exemple, ce soir, vient du fait qu'on pense qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des pleins et des déliés, que effectivement on peut se refaire, comme on dit au foot. Hein. Voilà, on peut en prendre 3 en première mi-temps et puis ensuite voilà. Donc là, on en a pris un certain nombre, faut reconnaître. Mais la question, c'est savoir comment. Oui, comment organiser notre pessimisme et comment l'anthropologie peut y contribuer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, on voit bien qu'est-ce qui va pointer à partir du moment où, si les choses tournent mal, eh bien, la voie autoritaire qui consiste à accuser, disons, votre perspectivisme, puisque voilà, c'est le concept clé de votre anthropologie, qui n'est pas un relativisme. Vous le montrez très très bien dans le regard du jaguar. Mais on va quand même nous expliquer que, voilà, on vit le backlash, quoi. Et je crois qu'il faudrait, sur le plan conceptuel, du point de vue des sciences humaines, du point de vue du savoir, du point de vue universitaire, du point de vue académique, ce qu'on a devant nous, c'est à penser et peut-être à réagir contre cette notion de retour du bâton. Parce que si on accepte cette idée, c'est un backlash au fond, ça veut dire quoi? Qu'on a été trop loin? Mais on a été trop loin dans quoi? Je veux dire, la lutte contre les violences sexuelles, ça ne fait que commencer. Je veux dire, rien n'a été fait encore. Et on aurait été trop loin, et donc on aurait un backlash masculiniste. Mais c'est insupportable de dire ça. Et en fait, on a été trop loin dans cette compréhension des sociétés autres. Un peu de votre faute. Non mais attendez, je veux dire, c'est en train de devenir dominant. C'est-à-dire que finalement, le Trumpisme, c'est bien regrettable, c'est très violent, c'est très radical. Mais au fond, vous voyez aussi où en était l'université américaine. Ouais, ouais. Et ça, pardon, mais je veux dire, il faudrait quand même commencer à être un peu ferme sur nos positions. Oui, en fait, ce que je pense, c'est que la seule conviction que j'ai, c'est que la tradition occidentale n'a pas tout pensé. Ce que l'anthropologie nous apprend finalement, c'est qu'on n'a pas tout pensé. On ne détient pas la totalité de possibles humains. On n'a pas pensé tous les possibles humains, même sur notre propre société. Et que dirait-on des autres? Et donc, l'effort de penser avec l'autre, non pas sur l'autre, et non pas comme l'autre, parce que c'est impossible et ce n'est pas nécessaire, hein, mais penser avec l'autre, c'est à mon avis le défi qui se pose pour nous. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé sur l'autre, c'est-à-dire l'autre en tant qu'objet de nos pensées et de nos idées. Ou sinon, on a imaginé qu'on pourrait penser comme l'autre, devenir indien, par exemple, au sens littéral, quoi. Tandis qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est essayer de penser avec l'autre parce qu'on n'a pas tout pensé. On n'est pas seul au monde, hein, en tout sens du terme. Quelqu'un posait la question avant à Déborah de qu'est-ce que ce pensée indigène et tout ça peuvent faire en termes de déconstruire notre tradition. Quel serait le concept qui devrait être repensé? D'abord, le concept d'humain, d'être humain, comme en être d'exception dans la planète. En fait, c'est à partir de là que
pas mal de choses ont des conséquences. L'idée qu'on a cette désinhibition, comme disait Fressos, cette désinhibition face à la planète et aux autres existants. Comment sortir de cette croyance absolument profonde de notre tradition culturelle? C'est une tâche difficile, mais c'est une tâche, à mon avis, absolument nécessaire. Comment sortir du centre? C'est-à-dire, je disais qu'il y a une sorte de paradoxe qui fait que c'est de l'intérêt suprême de l'espèce humaine ne pas être anthropocentrique. Comment joindre ce deux bouts du paradoxe? C'est notre intérêt en tant qu'espèce ne pas être au centre du monde. C'est ça qui, en fait, nous pose comme problème. Mais alors, il y a une autre question qui se pose, c'est comment aussi, alors comment on pourrait dire, vivre avec, pas seulement penser avec, mais vivre avec, parce que j'ai lu pas mal de choses avant cette rencontre, mais que vous trouviez que dans l'idée de latourienne, de Bruno Latour, d'essayer de composer des mondes, c'est-à-dire d'organiser une diplomatie entre les peuples, entre les cultures, pour qu'on puisse se mettre d'accord au moins sur ce sur quoi on n'est pas d'accord, qu'il y avait là-dedans quelque chose d'optimiste, et que en fait peut-être que justement on n'avait juste pas envie de vivre. Il y avait des gens des cultures qui avaient peut-être pas envie de vivre avec nous, et que dans ce qui pourrait être un récit commun, parce que je reprends le titre de la soirée de ce soir, je crois que c'était nos récits communs, ou dans cette perspective d'un récit commun est elle-même un peu optimiste à vos yeux? Oui, tout à fait. Bruno était un optimiste, Latour était un optimiste. Il pensait qu'il pouvait, en fait, c'était un leibnizien qui pensait irénique, qui pensait qu'il pouvait, en fait, tout composer. Évidemment, il y a de peuples qui veulent simplement être laissés en paix, qui ne veulent pas participer de notre projet du commun. Ce sont des gens qui veulent simplement être dans leur quant à soi. Mais ça, voilà. C'est le cas, en fait, je pense, de pas mal de peuples indigènes, c'est-à-dire fichez-nous la paix. Oui, et puis d'ailleurs, vous vous amusez aussi de son esprit religieux à Bruno Latour, fondamentalement, et puis tout ce qu'on va maintenant lire de ses écrits posthumes va, à mon sens, confirmer cette dimension théologique de son travail. C'est pas dire une méchanceté, hein, c'est juste effectivement redire son optimisme. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la manière dont on pense la crise. Au moment du Covid, parce qu'on n'en parle pas, mais en réalité tout ça en provient, en vérité. Et puis à force de ne pas penser ce qu'on vit, de ne rien dire de ce qu'on subit, de se laisser occuper par le langage, mais de ne rien en énoncer conceptuellement, bah là, pour le coup, il y a un vrai retour de balancier. Finalement, qu'est-ce qu'on a lu? Le seul truc qu'on a lu à peu près, justement, d'entraînant pendant le Covid, en tout cas en France, c'était les articles de Bruno Latour sur faisons, cartographions nos attachements, etc. Mais il y avait dans cette idée quelque chose d'indécrotablement chrétien qui est faut pas gâcher une crise, quoi. Plus que chrétien, catholique, dans tous les sens du terme. Catholique romain. Oui, au sens universal. Oui, catholique romain, universaliste, faut pas gâcher une crise, et donc d'un mal va venir un bien, mais pas forcément. Quand le mal arrive, on peut juste se planquer. Oui. Et construire et reconstruire nos forces et ensuite contre-attaquer. Ceci dit, Latour était probablement le premier qui nous a alertés, qui a posé les problèmes, beaucoup avant pas mal de monde. C'est lui qui finalement a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la planète. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de moderne. Le moderne, il y a un problème avec l'idée de moderne. C'est lui qui a écrit ça quand les gens étaient ailleurs. Et donc, il y a quelque chose là qui... Et ensuite, quand on voit que ça était lié à son profond catholicisme, on voit bien que c'est quelque chose de très intéressant de voir comment c'est finalement quelqu'un lui, c'était Peggy aussi, non? Peggy, c'était son grand ange tutélaire. C'était Peggy.
Et à mon avis, l'importance de Bruno est inestimable. C'est précisément c'est lui qui nous a finalement dit, bon, voilà, il y a un problème avec cette idée de modernité. Où est le problème? Le problème, c'est là, c'est cette distension cette opposition entre le monde de la société et le monde de la nature. Mais par exemple, là où il nous manque terriblement, c'est ça qui est intéressant, dans l'offensive trumpienne ahurissante contre la science, c'est que, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que Bruno Latour était fou amoureux de la science. Il était, voilà, c'est comme tous, c'est absolument persuadé qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir à supporter, c'était le pouvoir scientifique, qu'il n'y avait qu'une seule manière de se libérer de nos contraintes et de nos tyrannies, c'était la connaissance, et que seules les révolutions du savoir pouvaient nous rendre autonomes et libres. Bon. Et donc, par conséquent, on l'a accusé à tort, mais voilà, il y a aussi un latourisme vulgaire, voilà, relativiste. On l'a accusé effectivement de scier la branche sur laquelle on était assis, et là, on dégringole tous, et d'assez haut, de notre arbre perché. Et donc, la question, c'est de savoir si vous, Eduardo, depuis effectivement votre travail sur le perspectivisme, depuis votre critique de la modernité, vous êtes disposé, c'est pas une injonction, hein, voilà, parce que moi je me la pose aussi, parce que les historiens ont aussi contribué quand même à, je dirais, voilà, à compliquer la généalogie de la modernité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se rattrape aux branches? Ça veut dire qu'il faut se dire « Ah non, mais si, quand même, ça existe, la science. Ah non, mais quand même, si, ne détruisez pas toutes les universités. » Vous voyez, là, on est vraiment... Il y a un choix tactique à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on se... Quand je disais tous aux abris, c'est-à-dire, est-ce qu'on se replie? Après tout, pourquoi pas? Il y a des replis tactiques. Sur une ligne de défense plus traditionnel, moins relativiste, qui est de dire non, mais attendez, si la biologie, ça existe quand même, voilà, où on continue notre travail. Moi, je pense qu'il faut continuer notre travail et comprendre que ce qui est attaqué aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, aussi en France, partout, c'est la science, mais pas au sens scientiste, c'est la culture scientifique. Et la culture scientifique, ça veut dire le débat, ça veut dire la confrontation, ça veut dire la contradiction. Et ça veut dire ce qu'il y a de démocratique dans la science. Donc ce qui faisait que Latour l'aimait tant. Mais vous voyez, c'est quand même un peu plus compliqué que de dire non, défendons nos agences, défendons nos emplois. Je crois que ce que Latour a montré, c'est que c'est très difficile de distinguer la science de la politique. Non pas au sens que la science est fausse parce qu'elle est politique, c'est-à-dire que la vérité est politique aussi. Voilà. Et donc, évidemment, par exemple, le perspectivisme, c'est une théorie scientifique, au sens que c'est une théorie sur ce que les indigènes pensent. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je pense à propos de ce qu'ils pensent. C'est une théorie dont vous avez besoin pour les comprendre, eux. Exactement. Je peux dire que je suis perspectiviste au sens philosophique occidental, mais ça, c'est une autre chose. Je suis leibnizien, je suis nietzschéen, je suis whiteheadien, je suis deleuzien, c'est une autre chose. Le perspectivisme amérindien, c'est une théorie que j'estime être scientifique au sens anthropologique. Ce n'est pas ce n'est pas un arrêt de tribunal ontologique. Le perspectivisme est vrai. Et je dois toujours dire, je ne suis pas indigène, je ne suis pas perspectiviste, je suis anthropologue, c'est une description, c'est une hypothèse en fait, c'est une hypothèse sur ce que les indigènes pensent. Ceci dit, je suis aussi un pragmatiste au sens américain, William Jamesien du terme, et je pense que les vérités se mesurent aussi par leurs conséquences. Et alors, dire par exemple, comme disent les indigènes, que le monde est animé, mettons, pour moi, a des conséquences moins dangereuses que de dire que le monde est inanimé, que tout est inanimé sauf nous. Quand ils disent « non, tout est vivant », je dis « quelles sont les conséquences de dire ça ?»
Et quelles sont les conséquences? C'est dire non, tout est à notre disposition parce que nous sommes le seul détenteur. Nous avons la propriété privée de l'âme immortelle qui maintenant aujourd'hui s'appelle culture, travail, langage, discours. Ce ne sont que des avatars de l'âme immortelle que nous avons. Et lorsqu'il y a une autre société qui dit non, l'âme, c'est la chose la plus répandue au monde. Tout le monde, tous les existants ont une étincelle d'intentionnalité ou de vie ou de quoi que ce soit. Alors pour moi, ça peut être moins dangereux pour le monde que une position contraire. Donc c'est la science. La science ne dit pas que les choses sont inanimées. Ça, c'est pas une vérité scientifique. C'est une vérité philosophique fausse, au plutôt, qui a de mauvaises conséquences. Mais c'est pas du tout une théorie scientifique. Au contraire, ce que les sciences montrent chaque fois plus et plus, c'est que d'abord, la culture n'est pas propriété privée de l'espèce humaine. On commence à voir le poulpe, les corbeaux, machin, faire des choses qu'on disait, bon, ça, c'est de la culture. Donc, on commence les frontières entre ce qui est proprement, le propre de l'homme, comme on disait. Et ça commence à se devenir beaucoup plus flou. Tu vois? Le propre de l'homme devient de plus en plus commun, d'une certaine façon. Et alors, voilà. Je pense que c'est la même chose. Il faut mesurer les vérités aussi par leurs conséquences. On ne peut pas séparer les vérités et les conséquences. Et à mon avis, voilà. Par exemple, je disais, je ne suis pas perspectiviste, mais en même temps, je dis, bon, peut-être que cette façon de penser le monde est moins dangereuse pour l'Amazonie, par exemple, de ce que les méthodes modernes de déboisement, de ravagement de la forêt pour mettre du soja et du bétail. Parce que ces gens pensent que la forêt est vivante. Comme dit Copenhague, la forêt est vivante. Elle a une âme, elle respire. D'ailleurs, elle respire, comme tout le monde le sait. Et alors, dire que la forêt est vivante protège la forêt plus que dire que la forêt n'est pas vivante. C'est une ressource qu'il faut déboiser pour vendre du bétail ou du soja. Donc, il y a ces choses-là. Tu vois. Et dire que les vaccins existent protège plus l'humanité que dire qu'ils ne marchent pas. C'est ça aussi. Quand je dis que c'est l'ensemble, en fait, c'est le pari de l'universel, celui que Montaigne, d'une certaine manière, et Claude Lévi-Strauss, après lui, engageaient, malgré tout, une fois compris la diversité des mondes, c'est ça, effectivement, qu'on doit effectivement saisir dans un monde où Trump choisit comme ministre de la Santé un anti-vax et choisit comme ministre de l'Éducation nationale, avant de supprimer l'Éducation nationale d'ailleurs, la présidente de la Fédération féminine de catch. Et là, on se dit, bon, nous, on n'en est pas encore là. On a quelques mois ou années d'avance sur cet état du pire. Qu'en ferons-nous de cette avance? C'est ça la question. Et avec quelle arme intellectuelle? Voilà. Et là, il y a une question que je pose. Encore une fois, je la pose à vous, anthropologues, parce que, comme je disais, que l'anthropologie a fait penser la pensée, justement pour la dégonder, la faire sortir de ses gonds occidentales et comprendre que nous n'avons pas tout pensé, que nous ne sommes pas aussi modernes qu'on le croit, etc. Et par ailleurs, on doit aussi défendre un régime de rationalité. Ah oui. Parce que tout ça, c'est de la science. Parce que vous faites de la science. Oui, mais pardon, mais il faudra trouver une manière un peu convaincante de le dire. Je ne dis pas que la vôtre, elle est terriblement convaincante. Mais collectivement, c'est ça, Judy. Vous voyez, on devra quand même trouver une ligne de défense qui ne nous expose pas trop au feu ennemi et qui ne nous éloigne pas trop de ce que nous pensons. Oui, tout à fait. Sauf que la rationalité est, c'est un personnage en devenir, au sens qu'il y a quelques décennies, les femmes n'étaient pas des êtres humains complets. Il y a quelques décennies, les Noirs n'étaient pas des êtres humains complets. Et ça, c'était parfaitement rationnel.
à l'époque. Bien sûr. Donc la rationalité est toujours au futur. Bien sûr. On n'est jamais suffisamment rationnel. Hein, parce on peut encore être plus rationnel dans le futur. C'est un peu le futur ancestral, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que la rationalité est toujours devant nous, non pas derrière nous. Oui, Alors, mais reconnaissons que nous sommes pris à revers, Eduardo. Oui, oui, tout à fait. Nous pensions effectivement devoir lutter avec nos disciplines de la relation, de la compréhension, nos disciplines de l'ambivalence contre une tyrannie du rationnel. Sure. Voilà, tout à fait. Calculatrice. Oui. Et on se trouve avec un truc qui n'était pas vraiment prévu, Ouais. qui nous amène effectivement à défendre. Oui. Hein, c'est bien ça. Oui, mais vous voyez, c'est exactement. Il y a, ça va, 20 ans, il fallait attaquer la rationalité. Parce la rationalité était synonyme de rationalisation, était synonyme de racialisation. Ce qu'en fait, c'est un peu le cas jusqu'à aujourd'hui. Parce que la rationalité est la propriété de certains des humains, pas tous. Et maintenant, on se voit maintenant dans la position de défendre avec armes et dents tout ce qui est possible, la science, la rationalité, face. Mais qui sont les ennemis? Ce ne sont pas des indigènes. Ah non, on est bien d'accord. Non, il s'agit. C'est ça qu'est l'ironie profonde. Les ennemis sont le pays le plus développé au monde. Et les Chinois. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il faut défendre la rationalité contre elle-même, en certain sens. Parce que ce sont ces gens-là, ils parlent au nom de la rationalité. Ce sont les gens du Val du Silice. Ce sont des techno-génies qui sont en train de faire le monde s'effondrer. Oui, c'est ça, c'est l'obscurantisme technophile. C'est un truc, là encore, qu'on n'avait pas vraiment vu venir et qui est caché, me semble-t-il, par cette facilité de langage du backlash, parce que backlash, ça veut dire, au fond, que vous et moi, et nous toutes et tous, on aurait fait quelque chose de mal. Oui. Et qu'on se reprend le bâton dans la gueule parce que quand même, on a exagéré. Alors que non. Je veux dire, du point de vue, par exemple, de la justice raciale, en quoi on a été trop loin aux États-Unis enfin, c'est dément de penser ça. Voilà, donc on finit sur ça. Ça, c'est l'optimisme. Hein. Bah oui, c'est de l'optimisme parce que voilà, il faut. Le pire n'est pas encore là. Le Chouette plus alors. Pire. Chouette alors. Il faut même croire que ça n'est pas le pire parce que sinon, il y a quelque chose de pire. Donc il faut lutter contre ce pire du pire, à mon avis. Alors, ça prendra peut-être la forme d'un retour de Bolsonaro, par exemple, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup pour votre attention. Et je rappelle que les livres sont à la sortie. Si vous voulez vous les procurer, les faire signer, c'est possible. Je crois que la sortie, c'est par là. Et il y en a un qui s'appelle Le temps qui reste. Ça, c'est pour la version optimiste. Et puis pour la version Le pire peut toujours être pire, vous avez aussi celui que je recommandais, Le regard du jaguar. Merci.